l'élaboration du plan régional des milieux humides. Mon rôle est surtout dédié à la coordination de la démarche. Donc, j'agis beaucoup à titre de chef d'orchestre. Je m'assure du bon déroulement des activités, du respect des échéanciers et je travaille également au contenu du plan. Donc, je passe la parole à ma collègue Julie. Oui, bonsoir à tous. Donc, Julie Poulain, responsable des cours d'eau et de la géomatique à la MRC. Moi, mon rôle, ce sera plus au niveau technique pour réaliser le PRMHH et aussi au niveau réglementaire. Maintenant, c'est au tour de Véronique. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, Véronique Thibault, moi, je suis agente de projet en environnement et en aménagement du territoire. Mon rôle dans la démarche, ça va être un rôle actif dans la rédaction du plan régional et puis je vais pouvoir mettre à profit mon expertise en conservation des milieux naturels pour identifier des moyens de conservation de nos milieux humides et hydriques. Merci. Maintenant, on va vous présenter les comités qui vont travailler à l'élaboration de la démarche. Donc, pour nous appuyer, nous, les trois professionnels de la MRC qui travaillent sur le plan, on a d'abord le comité d'aménagement. Le comité d'aménagement, c'est un comité qui est composé de cinq maires du territoire de la MRC. Donc, vous avez le nom des cinq élus présents au comité à l'écran. Donc, le comité d'aménagement a un rôle stratégique dans cette démarche-là. Il s'assure du bon déroulement et de l'atteinte des objectifs. Et ultimement, le comité va faire la recommandation de l'adoption du plan au Conseil des maires. Nous sommes appuyés par un comité technique formé spécifiquement pour cette démarche-là. Donc, comité technique composé de différents professionnels qui travaillent en Estrie ou sur le territoire du Val-Saint-François. Donc, des professionnels qui sont dans les différents secteurs d'activité qui vont toucher le plan régional. Donc, le comité a un rôle aviseur de recommandations et d'avis professionnels sur divers sujets pour nous amener c'est ça, à mieux réfléchir et mieux élaborer notre plan. Oui, donc, excusez-moi, mon bouton ne fonctionnait pas. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de qu'est-ce qu'un milieu humide. Donc, un milieu humide, c'est un endroit où l'eau est suffisamment longtemps sur le territoire pour influencer le sol et la végétation. Donc, pour identifier un milieu humide, je vais vous parler de sol et de végétation. Il y a une multitude d'écosystèmes qu'on peut retrouver dans un milieu humide. Premièrement, un étang. Un étang, c'est une étendue d'eau peu profonde, maximum de 2 mètres, et les espèces floristiques qu'on y trouve sont constituées d'espèces qui flottent ou qui sont submergées, comme par exemple des nénuphars. Ensuite, le marais. Le marais peut avoir de l'eau ou pas selon la période de l'année ou selon les précipitations. Et la végétation qu'on y retrouve est constituée de plantes qui sont herbacées et émergentes, donc qui sortent de l'eau. Par exemple, on a les quenouilles. On retrouve aussi, dans cette sous-catégorie de marais, on retrouve aussi la prairie humide, qui ne veut pas dire je suis un milieu humide dans une prairie agricole, mais qui veut plutôt dire je suis un milieu humide composé majoritairement d'espèces herbacées de type graminées. Ensuite, je vais vous parler des marécages. Les marécages, principalement, encore une fois, il peut avoir de l'eau ou pas dans un marécage, mais les espèces végétales qu'on y retrouve sont composées majoritairement d'arbres. Donc, par exemple, le saule et l'aulne. Donc, dans le Val-Saint-François, les marécages sont le principal type de milieu humide qu'on y retrouve. Donc, vous voyez une photo de marécage. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de quenouilles, il n'y a pas de grenouilles et nous sommes en milieu humide, en marécage. Ensuite, je vais vous parler du milieu terrestre. Donc, si on se promène dans un boisé en milieu terrestre et qu'on voit un érable à sucre, donc, si je vois un érable à sucre, je suis quand même assez confiante que je ne suis pas dans un milieu humide parce que les érables à sucre ne sont pas tolérants à l'eau, ils vont dépérir et mourir.
Mais par contre, si je me promène et je vois un cèdre, alors là, ça ne m'aide pas du tout pour savoir si je suis dans un milieu humide parce que les cèdres vont pousser très bien en milieu terrestre qu'en milieu humide. Ensuite, si je creuse un trou, si je parle un peu des sols, dans un milieu terrestre, quand je creuse un trou, les 2 à 4 premiers pouces du sol sont recouverts de matière organique. Souvent, c'est les feuilles de l'année dernière qui ne sont pas tout à fait encore décomposées. Mais si je creuse plus profondément, je vois le sol est une couleur ocre. Pourquoi cette couleur-là? Dans le fond, c'est qu'il y a de l'oxygène dans le sol, ça oxyde les métaux qui sont présents, donc c'est ce qui donne cette couleur-là au sol en milieu terrestre. Par contre, si je creuse en milieu humide, le sol, que ce soit du sable, que ce soit de l'argile, le sol va être gris car c'est gorgé d'eau et l'oxygène ne peut pas y pénétrer sauf par des petites mouchetures d'oxydation. Donc, on est vraiment en présence d'un sol de ce type-là. Ensuite, je vais vous parler de la dernière catégorie de milieux humides, ce sont les tourbières. Donc, les tourbières, ce sont des milieux un peu plus pauvres et la matière organique s'accumule. Donc, aussitôt que j'ai 30 cm de matière organique, je suis en tourbière. Donc, la matière organique, à quoi ça ressemble? On peut parler de terre noire ou on peut aussi parler de tourbe ou de peat moss qu'on achète dans un centre jardin. Aussi, les tourbières, on peut avoir des tourbières boisées ou par exemple avec des mélèzes, ou on peut avoir des tourbières plus ouvertes qui ont moins d'arbres, donc on peut trouver des mousses de sphaigne ou du thé du Labrador, par exemple. Donc ensuite, je vais vous parler de comment identifier et délimiter un milieu humide sur un terrain au niveau légal. Donc, on a mis une image de botte parce qu'il faut aller sur le terrain. Première condition. Ensuite, il faut connaître toutes les plantes au Québec qui poussent pour savoir est-ce qu'on les classe dans une végétation typique des milieux humides ou non. Donc, on connaît tous les arbres, les arbustes et les herbacées. Et également, on fait des trous, on regarde les sols et ensuite, on se fie sur le guide du ministère de l'Environnement. Et donc, vous avez compris qu'il faut être quand même assez professionnel dans ce domaine-là. Et ensuite, on peut identifier exactement où se trouve le milieu humide sur un terrain au niveau légal. Ensuite, on va parler des milieux hydriques. Là, on a parlé beaucoup des milieux humides. C'est un plan régional des milieux humides et hydriques. Quand on parle des milieux hydriques, on parle de quoi? On parle essentiellement des lacs et des cours d'eau, de leur rive, qui est une bande de végétation qui part de la ligne des Hautes-Eaux et qui s'en va jusqu'à 10 ou 15 mètres à l'intérieur des terres, et aussi la zone inondable. La zone inondable, chaque cours d'eau peut avoir une petite zone inondable, mais cette zone inondable qu'on parle, c'est vraiment celle qui est inscrite dans le schéma d'aménagement de la MRC et qui découle dans les règlements des municipalités et sur lesquels il y a des restrictions quant aux usages, aux constructions, par exemple. Ensuite, à quoi ça sert un milieu humide ou un milieu hydrique? Vous avez une roue avec plein de fonctions intéressantes, mais on va vous en parler de quelques-unes seulement. Bon, premièrement, certains milieux humides, c'est vraiment l'endroit favorisé pour que l'eau puisse s'infiltrer dans la nappe phréatique et ainsi alimenter votre puits d'eau potable. Ensuite, suivant. Oui, ensuite, pour limiter les inondations. Donc, quand il y a des grosses pluies, avec le changement climatique, le régime des précipitations peut changer. Ça gonfle les cours d'eau. Donc, si le cours d'eau peut déborder dans un marais, un marécage riverain, ça l'aide à ralentir l'eau et à éponger la crue. Et d'un autre côté, si on vient drainer un milieu humide, donc créer un fossé, la prochaine fois qu'il va pleuvoir sur ce terrain-là, la piscine olympique d'eau qui se trouvait sur ce terrain-là va rapidement dévaler dans le bas de la pente et créer des inondations. Et finalement, on ne peut pas parler de milieu humide et hydrique sans parler de biodiversité. Donc, dans un milieu terrestre, j'ai la faune et la flore terrestre. Dans un milieu humide, j'ai la faune et la flore. Dans un milieu aquatique, j'ai la faune et la flore aquatique. Et dans un milieu humide, j'ai un peu de ces deux types d'espèces-là, mais en plus, il y a plein d'espèces qui dépendent de ces milieux humides et hydriques-là pour se nourrir et se reproduire.
Et également, il y a des espèces qui ne peuvent survivre que dans ces milieux humides notamment. Et une grande proportion des espèces menacées et vulnérables au Québec se situent en milieu humide et c'est pour ça que la législation provinciale les protège parce que ce sont des milieux sensibles. Merci, Julie. Avant de poursuivre, vous avez peut-être remarqué que, dans le fond, la séance d'information est enregistrée. Juste pour vous dire que les périodes de questions et les périodes d'atelier ne seront pas enregistrées. Les enregistrements des présentations vont aussi être disponibles sur le site web de la MRC éventuellement. Donc, avant de poursuivre, mes collègues auraient préféré vous faire un petit voyage directement sur le terrain de la MRC du Val-Saint-François. Mais à défaut de ça, on vous a préparé quelques belles photos de milieux humides et hydriques qu'on retrouve dans notre MRC. Donc, vous allez voir marais de Kingsbury, qui est marécage, tourbière et boisé, et marécage à Maricourt. Ensuite, la rivière au saumon et ses marécages à Melbourne et le barrage de Castor, marais et tourbière à Cleveland. On poursuit avec marécage et tourbière à Racine et le marécage, tourbière et tourbière boisée à Stoke. Donc, un des marécages dans le canton de Valcourt et la rivière Saint-François à la hauteur de Melbourne. Donc, lac Bray à Racine et une prairie humide dans le canton de Valcourt. Marécage à Saint-François-Xavier de Brompton et le lac des Marais à Saint-Denis de Brompton. Donc, le lac Boissonneau, marécage et tourbière boisée à Saint-Claude et la rivière Stoke, tourbière boisée à Stoke. Donc, avant de poursuivre, comme je vous disais tout à l'heure en parlant des enregistrements, donc il y aura des périodes de questions. Plus précisément, plus tard, il y aura les présentations entrecoupées de 2 périodes de questions qui dureront chacune 15 minutes. Donc, vous pourrez là, utiliser le chat pour inscrire votre nom. Ma collègue nommera votre nom et vous pourrez poser une question ou simplement écrire votre question dans le chat pour qu'on puisse poser la question pour vous. Donc là, on va poursuivre avec les présentations. Donc, j'inviterai ma collègue Karine. Alors, bonjour. Alors, je vais premièrement, vous présenter et vous expliquer ce qu'est la démarche du plan régional des milieux humides et hydriques. Suivant. Donc, le PRMHH, donc c'est quoi? Alors, c'est une nouvelle exigence qui a été confiée par le gouvernement du Québec à l'ensemble des MRC en vertu de l'adoption de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques en juin 2017. Donc, l'ensemble des MRC au Québec doivent produire ce plan-là et le transmettre au plus tard en juin 2022. Donc, c'est vraiment une planification qui intègre la conservation des milieux humides et hydriques au schéma d'aménagement, à l'aménagement du territoire pour un développement durable de celui-ci. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mieux protéger ceux qui détiennent des fonctions et un rôle important pour vraiment mieux les considérer dans notre planification du territoire. C'est une planification sur 10 ans. Donc, donc comme vous constatez, c'est nouveau. À chaque cycle de 10 ans, on aura à revoir cette planification-là et voir l'atteinte de nos objectifs. Donc, on inclut également dans cette planification-là un plan d'action avec des moyens de mise en œuvre et des indications et des indicateurs de suivi pour s'assurer des résultats qu'on souhaite atteindre. Puis, il y a un guide d'élaboration de la démarche qui a été produit par le ministère de l'Environnement et qui nous guide pour l'élaboration de ce plan-là et s'assurer du respect des exigences du ministère. Suivant. Donc, pourquoi on fait cet exercice-là? Pourquoi le ministère nous demande maintenant de mieux les intégrer, mieux les conserver? Donc, d'abord, c'est ça, c'est
pour, premièrement, mieux les connaître. Ils sont où sur le territoire et c'est lesquels, pour nous permettre de prendre des meilleures décisions d'aménagement également. Puis, donc, il faut vraiment comprendre que les milieux humides et hydriques, c'est vraiment des infrastructures naturelles qui sont déjà présentes sur le territoire et qui peuvent nous aider considérablement à régler plusieurs problématiques qu'on vit sur le territoire. Donc, on en a parlé tout à l'heure, les inondations, régler des problématiques de sécheresse, d'approvisionnement en eau souterraine, nous aider également avec la filtration des contaminants, des polluants, à avoir une meilleure qualité de l'eau, nous aider à protéger notre biodiversité sur le territoire et également nous aider à s'adapter aux changements climatiques que l'on vit déjà présentement. Donc, je vais vous résumer le processus que l'on doit suivre pour élaborer cette planification-là. Donc, on débute par un inventaire des milieux humides et hydriques sur le territoire. Inventaire que l'on possède déjà. On a de disponible depuis le printemps dernier la cartographie détaillée produite par Canard Illimité. Donc, ça, c'est notre base de travail pour débuter, puis également l'ensemble de la cartographie de nos cours d'eau présents sur le territoire. Donc, par la suite, bien, on rencontre l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la MRC. Donc, ce que l'on fait présentement ce soir, c'est une activité de concertation dans le cadre de ce plan-là. On récolte l'ensemble des enjeux, préoccupations, vos idées, les problématiques terrain également. On va vous parler d'un sondage à la fin de l'activité. Donc, ça va nous permettre de prendre en compte vos problématiques terrain qu'on vit sur le territoire. Ensuite, on va fixer des orientations et des objectifs de conservation par secteur pour en arriver à une première priorisation des milieux humides et hydriques à la conservation. Ensuite, on va intégrer notre contexte de développement. Donc, qu'on va venir superposer par-dessus notre première priorisation. Donc, on va regarder c'est où les projets de développement des municipalités, les secteurs où il y a de la nouvelle ouverture de rues de prévues. On va regarder s'il y a des projets agricoles et autres types de projets, pour en arriver par la suite à une cartographie des milieux humides et hydriques dédiée à la conservation. La conservation, ça veut dire 3 choses, puis on va l'aborder plus amplement plus tard, un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, des milieux humides et hydriques qui seront dédiés à la protection, des milieux humides et hydriques qui sont dédiés à une utilisation durable, où il sera possible de faire certaines activités à l'intérieur de ceux-ci. Également, des milieux humides et hydriques que l'on aura identifiés pour de la création et restauration de milieux humides sur le territoire. Qui sera possible, création et restauration qui seront possibles grâce aux compensations monétaires versées dans un fonds provincial, compensation qui est versée lorsqu'on fait des travaux en milieu humide et hydrique en vertu du régime provincial. Donc, tout ça dans un objectif de aucune perte nette sur le territoire. Puis c'est vraiment un objectif important dans le cadre de ce plan-là qu'on doit respecter. Donc, et pour finalement un plan d'action, comme je le disais, avec des moyens de mise en œuvre pour assurer le déploiement de cette planification-là avec des indicateurs de suivi pour voir nos résultats. Donc, ce plan-là, bien, on travaille certains éléments de cette planification-là avec l'Estrie. Donc, on s'est regroupé, les 6 MRC de l'Estrie, la ville de Sherbrooke, pour faire certains éléments ensemble de cette planification-là. Pour question d'efficacité, d'économie de coûts également, et de s'assurer d'une certaine homogénéité dans nos démarches respectives. Et parallèlement à ça, bien, chaque MRC est quand même responsable de faire son plan régional des milieux humides et d'adopter son plan. Donc, plus particulièrement, donc à l'échelle de l'Estrie, les activités qu'on réalise ensemble, donc, premièrement, identifier des milieux humides et hydriques d'intérêt régionaux pour la conservation. Ensuite, on travaille une méthodologie scientifique commune pour mieux identifier les différentes fonctions qui sont remplies par les milieux humides sur le territoire.
Et on rencontre ensemble les acteurs extriens qui sont communs à toutes nos MRC. Donc, et puis, comme je le disais, bien, chaque MRC travaille son plan régional. Donc, on rencontre également les acteurs qui sont spécifiques au territoire du Val-Saint-François, comme par exemple les associations de lacs qui sont présentes dans chacune de nos MRC. Et on identifie les milieux humides et hydriques à la conservation qui sont propres à nos enjeux de territoire. Suivant. Donc, ici, c'est pour donner un aperçu de ce que pourrait ressembler la cartographie des milieux humides et hydriques dédiés à la conservation. Donc, c'est un exemple de ce que ça pourrait ressembler. Donc, ici, vous avez une cartographie des milieux humides d'une partie du territoire de la MRC. Donc, vous voyez les taches sur la carte, la photo aérienne, plutôt vert pâle, certains orangés. Donc, c'est pour montrer la présence des milieux humides sur le terrain. Puis, vous avez le réseau hydrographique. Donc, au final, notre plan régional des milieux humides pourrait avoir identifié certains milieux humides dédiés à la protection. Comme vous voyez, on en a encerclé un pour montrer que celui-là pourrait être déterminé avec un statut de protection. Il y a certains milieux qu'on pourrait identifier pour une utilisation durable, donc où il y aurait certaines activités permises à l'intérieur de celui-ci. Puis, on pourrait, exemple, identifier une certaine portion du territoire où on voudrait faciliter la restauration d'un milieu humide parce que celui-ci est dégradé, ne remplit pas ses fonctions, puis il pourrait nous aider à régler des problématiques d'inondation dans ce secteur-là. Donc, tout ça pour vous montrer que nous, le MRC, notre rôle, c'est d'identifier certains milieux humides à la conservation. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a tous les autres milieux humides qui ne seront pas visés par le plan de la MRC. Mais ces milieux humides-là qu'on n'a pas identifiés qui sont quand même protégés par la législation provinciale en place et il y a quand même des autorisations à demander au ministère de l'Environnement pour faire certains travaux et activités. Donc, maintenant, ça m'amène à passer la parole à ma collègue Julie qui va vous en dire plus longuement sur le régime, la législation provinciale qui encadre les travaux en milieu humide. Donc, oui, merci Karine. Donc, dans le fond, les milieux humides et hydriques sont régis depuis la fin des années 70 au Québec et cette législation-là, elle évolue dans le temps. La dernière version date de 32 jours. Donc, on est vraiment dans un nouveau régime. Puis, c'est vraiment important, puis on ne le répétera pas jamais assez, le plan régional de la MRC et la législation provinciale, ce n'est pas la même chose. Donc là, je vais essayer en 3 minutes de vous résumer les nouveaux articles de la législation qui sont entrés en vigueur. Donc, par exemple, j'ai un terrain et je suis propriétaire d'un terrain et j'ai un milieu humide. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il arrive pour la législation provinciale. Donc, il arrive rien en termes de législation provinciale. Si par contre, j'ai un projet ou une activité située dans le milieu humide, là, on ouvre la porte à la législation provinciale. Si je déplace mon projet, et c'est le même projet que tantôt, là, mais je ne le mets pas en milieu humide, eh bien, vous avez compris qu'on referme la porte à la législation provinciale. Mais la vie, ce n'est pas si simple. Et des fois, notre projet, c'est le dernier terrain, le dernier bout de terrain qui nous reste. Puis, on n'a pas le choix de faire un projet ou une activité dans un milieu humide, donc on ouvre la porte. Mais certains projets peuvent être exemptés de la législation provinciale. Mais ça, c'est quand même assez compliqué. Il y a des listes d'exceptions, il y a des types de travaux exemptés, il y a des façons de faire les travaux, puis ça, c'est écrit un peu partout, à plusieurs endroits dans la législation, toutes ces petites exceptions-là. Donc, qui est responsable de s'assurer que la porte est fermée? C'est celui qui fait le projet qui est responsable de ça. Donc,
Comment peut-il faire pour essayer de comprendre toute cette législation-là? Donc, il est fortement recommandé qu'il se joigne à un expert. Premièrement, pour vraiment bien délimiter un milieu humide, pour le caractériser, le délimiter, pour connaître les exceptions et aussi poser vos questions directement au ministère de l'Environnement. Suivant. Donc, il y a des exemples d'exemptions. Le principe général, c'est qu'il ne faut pas porter atteinte au milieu humide, il ne faut pas le drainer, il ne faut pas le remblayer. Donc, si on plante, puis qu'on n'a pas préalablement préparé le terrain, puis que ce n'est pas des espèces exotiques, il y a d'autres exceptions là, que je ne vous nommerai pas toutes ici. Donc, il y a des exceptions pour planter. Et habituellement, ça peut rester en dehors de la législation provinciale. Pour ce qui est des espèces exotiques envahissantes, il y a encore d'autres exceptions, mais avec des superficies, puis des fois, ça dépend aussi du type de milieu humide. C'est pour ça que c'est important de connaître les types de milieux humides parce que les exceptions dépendent des fois du milieu hydrique, du milieu humide, de la zone inondable, de la rive. Donc, il faut vraiment bien connaître ça. Donc, ensuite, mais si notre projet, la conséquence de notre projet est la dégradation du milieu humide ou de la perte du milieu humide, donc là, on rentre par la grande porte de la législation provinciale. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Suivant. Il faut avoir notre autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Il faut justifier le projet. Il faut avoir une étude de caractérisation. Selon notre projet, il faut avoir des plans et devis ou tout autre document que le ministère va nous demander. Il faut aussi payer les frais de la demande d'autorisation et, ultimement, payer les frais de la compensation. Donc, ça, c'est selon une formule qui est écrite dans la loi. Puis, c'est, en résumé, tant de dollars par mètre carré de milieu humide détruit qu'il faut verser dans le fond. Suivant. Donc, évidemment, on aurait bien aimé que le ministère de l'Environnement puisse être ici pour pouvoir répondre à vos questions, mais ils n'ont pas pu se libérer, donc ils vous ont chaleureusement invité à poser vos questions à ce numéro ou à cette adresse. C'est comme une boîte courriel de secteur. Je passe maintenant la parole à Véronique. Oui, donc, dans le fond, pour élaborer notre plan régional des milieux humides et hydriques, le ministère a mis à disposition de toutes les MRC au Québec un guide d'élaboration. Fait que ce guide-là, c'est un peu comme notre recette à suivre pour s'assurer que le plan régional soit adopté par approuvé par le ministère lorsqu'on l'aura déposé en juin 2022. Et puis, dans ce guide-là, il y a 3 principes fondamentaux qu'on devra suivre et prendre en compte pour s'assurer que notre PRMHH soit approuvé. Donc, je vais vous expliquer brièvement les 3 principes. Premier principe, il va falloir qu'on favorise l'atteinte d'aucune perte nette. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on tende vers un équilibre entre les pertes et les gains de milieux humides et hydriques et qu'on prévoit des possibilités de restauration ou de création pour s'assurer de retrouver les superficies et les fonctions écologiques. Donc, je vais vous illustrer un exemple. Donc, aujourd'hui, en 2021, dans le Val-Saint-François, notre triangle constitue l'ensemble des milieux humides et hydriques existants. Donc, ça, c'est notre situation initiale. Donc, suivant. Donc, au cours des 10 prochaines années, il y aura probablement des projets de développement et puis il y aura peut-être certains milieux humides ou hydriques qui vont être détruits. Donc là, on va se retrouver dans une situation où est-ce que les pertes vont être plus importantes que les gains et qu'il va y avoir un déficit par rapport à notre triangle initial. Donc, en fait, le principe, ce qu'il nous demande, c'est de combler les pertes avec des possibilités soit de restauration ou de création pour s'assurer qu'on retrouve, en termes de fonction écologique ou de superficie, notre triangle initial. Donc ça résume notre premier principe. Suivant. Le deuxième principe, c'est qu'on devra assurer une gestion cohérente par bassin versant. Qu'est-ce que c'est un bassin versant? Bien, en fait, l'eau, quand elle s'écoule sur un territoire, elle va obéir aux lois de la gravité. Ça veut dire que la pluie ou les eaux souterraines vont en fait suivre la topologie, puis dans un certain espace géographique. Ça va former une espèce d'entonnoir. C'est ce qui va représenter notre bassin versant. Donc, vous comprendrez que l'eau
va pas obéir aux limites municipales. Ça veut dire que quand on va réfléchir notre plan régional, il va falloir s'assurer qu'on réfléchisse les enjeux et les problématiques au-delà des limites municipales, puis qu'on se parle entre nous. Et même la MRC devra consulter les MRC voisines et également les organismes de bassin versant qui sont concernés par notre MRC. Puis également, une autre obligation qu'on a dans l'élaboration de notre plan régional, c'est de consulter le Conseil régional de l'environnement d'Estrie pour être sûr de prendre en compte tous les enjeux reliés à la conservation des milieux humides et hydriques en Estrie. Suivant. À titre d'exemple, en fait, vous avez sur la carte les 4 principaux bassins versants qu'on retrouve dans la MRC du Val-Saint-François. Donc, en bas, à gauche, en rouge, là, vous avez une partie du bassin versant de la rivière Richelieu. À gauche, en vert, vous avez une partie du bassin versant de la rivière Yamaska. En beige, une partie du bassin versant de la rivière Saint-François. Et en haut, en mauve, une partie du bassin versant de la rivière Nicolet. Donc, c'est ce qui résume notre deuxième principe. Et le troisième et dernier principe, on devra réfléchir le plan régional en prenant en compte les enjeux liés au changement climatique. Suivant. Donc, en Estrie, on constate qu'il y a déjà des impacts, on ressent déjà les impacts des changements climatiques. Par exemple, il y a des augmentations des épisodes de pluie intenses. Là, on remarque de plus en plus ce qu'on appelle des coups d'eau. Également, au printemps, il y a des risques plus fréquents d'inondation. Ensuite, en été, on remarque de plus en plus de périodes, il y a des périodes de sécheresse plus importantes. Et puis, on constate également une augmentation du cycle gel et dégel en hiver, ce qui peut causer le verglas. Donc, quand on va réfléchir notre plan régional, on va vouloir prioriser les milieux humides et hydriques qui répondent à certaines fonctions écologiques qui vont nous aider à, premièrement, limiter les impacts des changements climatiques ou nous aider dans la lutte au changement climatique, c'est-à-dire qu'ils vont nous aider à capter le carbone. Il y a certains milieux humides, ce n'est pas l'ensemble de ceux-là, mais il y a certains, comme par exemple les tourbières, qui ont la fonction de capter le carbone. Donc, c'est comme ça qu'on devra réfléchir à notre plan régional là, en respectant ces 3 principes-là. Suivant. Maintenant, je vais laisser la parole à Julie qui va vous expliquer la cartographie des milieux humides et hydriques. Donc, oui, sur le site Internet de la MRC, mais également le ministère de l'Environnement, on a la cartographie des milieux humides pour la MRC. Qui a fait cette cartographie-là? Suivant, dans le fond, au Québec, il y a un OBNL qui s'appelle Canard illimité Canada, qui, eux, dans le fond, ont développé une méthode approuvée par le ministère de l'Environnement pour cartographier les milieux humides. Donc, vous voyez sur cette carte l'ensemble des endroits où Canard illimité a fait cette cartographie-là et ce qui est marqué en cours et en livraison, là, c'est terminé sur cette carte-là. Donc, sur plus de 600 municipalités, le résultat était environ une moyenne de 14% de ce territoire-là était identifié en milieu humide. Donc, comment Canard illimité procède pour réaliser cette cartographie-là? Donc, premièrement, elle fait une photo-interprétation des dernières photos aériennes récentes. Ensuite, elle refait des survols, elle analyse des avions pour refaire des photos obliques que vous avez vues au début, là, pour passer sur le territoire pendant différentes périodes d'évolution de la végétation. Ensuite, elle fait une première cartographie. Puis, avec un échantillonnage, elle fait des validations terrain pour s'ajuster parce que nos milieux humides dans le Val-Saint-François ne correspondent pas aux milieux humides, par exemple, du Saguenay à cause des écosystèmes qui sont différents. Donc, Canard illimité ajuste sa méthode pour finalement arriver à sa cartographie finale. Donc, la cartographie de la MRC, des milieux humides dans la MRC, c'est une base de connaissances communes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, dans le fond, que quand le ministère de l'Environnement, l'inspecteur municipal, la MRC ouvre son ordinateur, c'est toute la même base de données de milieux humides qu'elle voit. Aussi, ces données-là sont téléchargeables gratuitement sur Données Québec, donc les arpenteurs, ingénieurs, agronomes, biologistes peuvent tous avoir accès à cette cartographie-là pour mettre dans leur système. Donc, c'est l'information la plus précise et la plus à jour pour toute la MRC, mais elle comporte des limites. Hein, on vous a dit au début comment identifier un milieu humide, il faut aller sur le terrain.
Donc, ils n'ont pas été sur le terrain partout. Donc, quand il y a un milieu humide sur cette cartographie-là, fort probablement, il y en a un sur le terrain, mais ce sont les limites qui ne sont pas tout à fait adéquates. Et la limite, c'est 3000 mètres carrés. Donc, tous les petits milieux humides qui sont régis également par la loi ne sont pas présents sur cette cartographie-là. Il faut savoir aussi que les milieux humides sont dynamiques. Hein, ça peut être évolutif, les écosystèmes, peut arriver un barrage de castor, puis le milieu humide gonfle, s'agrandit. Donc, vous comprendrez que c'est le meilleur outil qu'on a pour identifier les milieux humides dans la MRC. Notre plan régional va se servir de cette donnée-là comme cartographie. Maintenant, oui. Je passe la parole à Karine. Donc, je vais prendre le relais pour vous présenter un peu le contexte le contexte, c'est ça, des milieux humides et hydriques dans le Val-Saint-François. Suivant. Donc, ici, vous avez une cartographie du réseau des milieux humides et hydriques dans le Val-Saint-François. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. On peut penser que l'ensemble des propriétés privées de la MRC peuvent être concernées par ceux-ci. Donc, on a 21 243 hectares de milieux humides dans le Val-Saint-François, ce qui représente 14,9 du territoire de la MRC. Au niveau des cours d'eau, donc c'est la représentation, c'est un peu linéaire. Là, on voit, ça ressemble un peu à un système racinaire. Donc, ça, c'est les cours d'eau qui sont cartographiés. On en a 2900 km de cours d'eau dans le territoire. Et ce que vous voyez en mauve bleu foncé, eh bien, c'est les zones inondables qui sont inscrites au schéma d'aménagement de la MRC dans les règlements d'urbanisme des municipalités. Donc, c'est la zone inondable réglementaire où il y a des restrictions en termes d'usage et de construction. Maintenant, au niveau des milieux humides, on a 74,6 des milieux humides dans la MRC qui sont situés en zone verte. Donc, la zone verte, c'est la zone identifiée réglementaire en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 83 du territoire de la MRC est situé en zone verte, en zone agricole. Donc, on peut penser que les milieux humides sont surtout situés, ces 74%-là sont surtout situés dans les secteurs forestiers et agricoles des terres en culture. Ensuite, on a 15,5 des milieux humides qui sont situés en zone blanche. Donc, c'est l'inverse de la zone agricole de tout à l'heure. Donc, ça correspond surtout à nos périmètres urbains, les noyaux villageois des municipalités, les secteurs industriels, les secteurs de villégiature et autres secteurs. Donc, c'est 15,5 des milieux humides. On peut penser que c'est ceux qui sont le plus vulnérables, qui vont être plus sensibles au développement du territoire. Ensuite, on a les principaux types de milieux humides dans le Val-Saint-François. Donc, on a 55 des milieux humides qui sont des milieux de type marécage dans la MRC. Et inversement, ceux qui sont le plus rares, c'est les milieux humides de type tourbière ouverte, bog à 0,3 des milieux humides. Donc, on s'est rendu à la première période de questions. Oui, donc, merci Karine. Je vais arrêter le partage d'écran. Bon, voilà. Donc, je vais vous dire